Bonjour Patrick. Bonjour Véro. Alors merci de nous recevoir dans ton havre de paix. C'est donc ici que tu puisses ton inspiration C'est ici, voilà, et j'en ai bien besoin. et tu en as bien besoin. Alors tu as évolué dans le milieu du business. Tu es un chef d'entreprise aujourd'hui confirmé. Et pour cause, tu as été bercé dans le business depuis toujours puisque tu es fils d'indépendant, c'est ça? Oui, exactement. Alors, chef d'entreprise, oui. Confirmé, j'espère ne jamais le penser, parce que ce serait à mon avis le début de la fin. Donc, moi, je suis un débutant, un éternel débutant. Voilà. Et effectivement, j'ai grandi dans une entreprise familiale où j'ai eu l'exemple de parents extrêmement travailleurs, extrêmement appliqués au point d'aller dans le mur tellement ils ont travaillé. Et ça, c'est la deuxième leçon que j'ai apprise d'eux, c'est qu'à un moment, quand on va trop loin, parfois, il n'y a pas de marche arrière. Et quelle est la première leçon alors? Et la première leçon, c'est que le travail, c'est quelque chose de très important. Le travail, pas seulement pour aligner des heures et de la transpiration, mais surtout le travail pour s'accomplir, pour apporter quelque chose de personnel au monde, pour apporter une vision bien à soi du métier. Moi, je dis souvent, vous imaginez, couvreur, bah, c'est un métier, on peut dire c'est simple, on monte sur un toit, on met des ardoises. Je peux te dire que j'ai déjà rencontré, allez, je vais dire 10, 15 couvreurs, et j'en ai jamais vu deux pareils. Alors que vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais mon Dieu, il met des ardoises sur un toit. Eh ben non, chacun sa vision. Patrick, tu me disais que depuis tes 17 ans, tu es considéré comme un modèle pour beaucoup. J'imagine que ça peut être pesant à la longue, d'autant plus quand on vient de loin. Est-ce que tu nous racontes? En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où la vie met sur notre chemin des épreuves, eh bien, soit on va pas s'en sortir, ou soit on va voir le positif dans la vie et tenter de s'en sortir. Et dans la plupart des cas, quand on essaye vraiment, ça fonctionne. Alors, dès ce moment-là, vos amis, vos proches, ils oublient la situation et ils voient votre capacité de résilience, la force de rebond et donc la force dans la personne. Mais une personne ne peut pas être que force. Et moi, j'ai tout le temps revendiqué que je n'étais pas que force, que quelqu'un qui a des nerfs d'acier, que quelqu'un qui a ceci, que quelqu'un qui a cela, etc., etc. Non, moi je suis quelqu'un comme tout le monde. J'ai mes peurs, j'ai mes frustrations, il y a de l'anxiété à certains moments, la peur de ne pas y arriver, par exemple, ça a souvent été central chez moi. Alors, quand vous arrivez à faire de la performance dans le regard des autres, bah, il peut se passer un désagrément, c'est que soit en termes d'ego c'est génial, on te met sur un piédestal, mais d'un autre côté c'est aussi pas mal de solitude parce que tu n'as personne à qui parler de tes faiblesses et de tes infléchissements, de tes moments de solitude. Et tu as notamment vécu un drame familial. Il t'a fallu 20 ans, tu m'as dit, pour sortir de ça et essayer à trouver, commencer à trouver des brides de réponse. Oui, clairement, clairement. Donc en fait, bah, il n'y a pas de secret, hein. Ma maman est décédée parce que bah, entre mes parents qui avaient beaucoup travaillé, problèmes d'alcool, etc., etc., bah, il y a un moment, bah, maman, elle a décidé qu'elle sortait et qu'elle n'en pouvait plus. Et donc, bah, elle s'est donné la mort. Et forcément, ça a eu un impact bah, sur moi, jeune adulte, sur tout le restant de la famille qui a complètement explosé, qui a été atomisé. Et ben là, on se retrouve avec du jour au lendemain le sol qui s'ouvre devant toi. Et on dit, mais bon Dieu, j'ai pas les outils. Voilà. Et donc, tout ça, ça m'a vraiment formé, ça m'a aidé à être qui je suis. Mais effectivement, ouais, il m'a fallu vraiment 20 ans pour défaire tous les nœuds, bien comprendre. Parce que sinon, si on ne comprend pas et si on ne cherche pas à gratter à l'os, eh bien, on vit tous les jours. On est comme un hamster, on tourne dans sa petite cage et tous les jours, on recommence les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et Dieu sait si je suis resté pendant pas mal d'années dans les mêmes schémas, que ça soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. Et en deux mots, c'est très simple. J'étais pour beaucoup de gens une personne extrêmement performante et en fait moi je ne prenais aucun risque. Devenir indépendant n'est jamais facile pour personne. C'est une décision qu'on doit pouvoir prendre et assumer. Et dans ton cas, peut-être que ça a pu être encore plus difficile puisque ce choix a pesé, comme on le disait, lourdement déjà dans ta famille. Pourquoi avoir choisi de l'être malgré tout? En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. Ou alors je ne l'ai pas choisi consciemment. Et je n'ai pas voulu réparer ce qui s'est passé au niveau de la génération précédente, tout simplement
J'ai évolué avec de plus en plus de responsabilités dans le cadre professionnel. Et à un certain moment, je dis souvent cette formule, c'est un peu réducteur et un peu rigolo, mais un jour, je suis devenu inemployable. Un jour, avec l'autonomie qu'on me donnait, il me semblait que je pouvais amener plus de résultats, que je pouvais amener plus de bonheur autour de moi, et qu'on pouvait faire le même résultat avec beaucoup plus d'huile, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de fluidité. Parce qu'en fait, moi, je travaillais au niveau international dans des grands comptes, dans un business d'abord à la japonaise, puis à l'américaine, où la durée de vie d'un commercial et d'un manager, c'est 2 ans et demi. Ou voilà, dans le meilleur des cas, c'est 2 ans et demi et puis ils trouvent un autre job. Dans d'autres cas, moi j'ai connu des gens qui tournaient à la cocaïne, qui tournaient à l'amphétamine, qui tournaient à tout ça, simplement pour garder sa Rolex et sa Porsche, quoi. Donc il y a un moment, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Et à un moment, ça ne me suffisait pas la performance. Il fallait qu'il y ait de l'accomplissement. Et du jour au lendemain, je m'en souviendrai toute ma vie, je suis devenu inemployable. Mon employeur à l'époque m'a dit, voilà, tu as 18 mois de préavis, tu restes à la maison, tu gardes la voiture, tu gardes le salaire, tu reviens quand tu veux. La seule condition, c'est qu'on en reparle tous les 3 mois. Eh bien, 6 rendez-vous consécutifs, je leur ai dit, mais il y a plus, c'est terminé. Ce que vous me proposez n'a plus aucun sens. La seule chose qui a du sens, c'est faire un projet personnel. Et là, le projet personnel, il Est corrige arrivé. ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on peut dire que tu as réussi, ton pari. Tu te présentes comme un technicien, du management. On arrache ton expertise, les entreprises s'arrachent ton expertise, hein. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui te différencie finalement d'un consultant, lambda? En fait, c'est à la fois une question de constat et à la fois une question de positionnement, hein. Parce que la meilleure bouteille de vin du monde, on va quand même toujours lire l'étiquette, hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que je l'ai constaté dans l'entreprise de mes parents, à un moment, ils ont été conseillés. Et donc, ils ont été conseillés par des gens qui avaient une certaine distance avec l'entreprise. Et à l'heure actuelle, c'est encore ce qui se passe. Nous avons en général des coachs qui sont des gens très compétents, c'est un métier très respectable. Évidemment, comme dans tout, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Il y en a qui font ça pour leur propre thérapie aussi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais donc, ce qui se passe, c'est que le chef d'entreprise qui est en but à des problèmes, il va avoir soit la possibilité de se faire coacher. Souvent, ce sont les attitudes, les comportements, les blocages, c'est l'individu. Ok, c'est très bien, mais ça ne convient pas à tout le monde. La deuxième branche, ça va être le consultant qui dit, moi, avec mon bagage, mon expertise, je te conseille de faire ceci. Mais dans les deux cas, rien n'a bougé dans l'entreprise. Parce que souvent, le chef d'entreprise, on a quand même 85% de PME en Wallonie. Et le chef d'entreprise, c'est un homme de métier, il n'a pas fait Harvard. Il a pas un MBA, il n'a pas un master. Le plus souvent, il est menuisier, il est garagiste, et il s'est débrouillé. Et ça s'est très bien passé. Et donc, on a le coach, on a le consultant, on a du conseil. S'il veut de la pratique, il doit engager du personnel, et à ce moment-là, il ne saura probablement pas le diriger, il ne lui donnera pas une bonne description de fonction, il ne pourra pas bien l'évaluer. Et donc, le modèle auquel j'ai pensé, c'était le modèle de dire, nous, on vient à tes côtés, je deviens un co-dirigeant, je te montre comment moi je fais avec mes outils, mais avec tes valeurs, avec ce que toi tu appelles la réussite, et ensuite tu as les clés. D'accord, et pour aller un cran plus loin encore, en quoi est-ce que ton approche, j'ai envie de dire, est indispensable pour le monde? Parce qu'on sent Mhm. vraiment, que finalement c'est une approche très globale. En fait, moi je me fiche complètement des objectifs de l'entreprise. Évidemment, c'est important. Mais je ne vais jamais poser cette question de manière frontale. Je ne vais jamais dire quels sont tes objectifs, tu veux du chiffre, tu veux de la marge, tu veux ça. Ça, à la limite, ça va être conséquent. Par contre, je vais plutôt poser la question, pourquoi tu te lèves le matin? Quelle trace tu aimerais laisser avec ce projet professionnel? Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi le jour où tu seras à la retraite? Et ce sont ces réponses-là qui m'intéressent. Parce que le plus souvent, nous les experts, tous les experts, on est en état d'apporter d'excellentes réponses. Mais le plus souvent, on apporte d'excellentes réponses à la mauvaise question ou à une question mal posée. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, aux entrepreneurs qui n'osent pas ou qui osent, mais qui, tous les jours le regrettent un peu quelque part parce que c'est pas facile? En fait, rien n'est facile.
mais estimez la quantité de regrets que vous auriez à ne pas tenter. Très bonne réponse, j'adore, j'adore. Tu dis qu'à partir de 14 ans, tu as dû prendre les choses en main et visiblement faire beaucoup de choses. Et c'est l'âge aussi auquel tu t'es intéressé vraiment à la sagesse. Et donc, quelles sont les croyances qui, au-delà de tout ce qu'on vient déjà d'évoquer, qui t'animent véritablement aujourd'hui? Comment tu t'inspires aussi? Parce que je sais que tu fais beaucoup de montagnes. Voilà. C'est quoi tes secrets au fond? Beaucoup de solitude, hein, entre 14 et 17 ans, etc. Et la chance de tomber sur de bonnes bibliothèques, tout simplement. Et aussi la chance de m'y intéresser. Et donc, effectivement, très vite, la philosophie a pris un rôle central. J'ai toujours aimé me poser des questions, j'ai toujours aimé réfléchir. Par contre, j'aime pas trop les prises de tête. Donc, j'aime bien réfléchir et j'aime bien trouver des solutions. Et je me souviendrai longtemps que j'avais une grand-mère qui comprenait pas ça. Et un jour, elle m'a dit, mais la philosophie, tu sais qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui dit qu'il sait qu'il va mourir. Et je lui dis, mais ma reine, et toi, tu sais pas que tu vas mourir? Je me souviens de la gifle.